Le 2 juillet 2019, le ministère des Sports organisait à Saint-Denis une rencontre des solutions sur la thématique sport et économie sociale et solidaire. Ce fut l'occasion pour le collectif Libre et Égaux en droit d'aller à la rencontre de Madame la ministre afin d'obtenir son témoignage sur les violences psychologiques dans le sport. C'est un sujet dont s'est emparé le collectif, notamment dans le football, souhaitant mobiliser les acteurs solidaires de la République contre le système des lofts dans le football, pratique visant à placardiser des joueurs encore sous contrat, leur faisant subir différents types de désagréments. Une vidéo à ce sujet a été réalisée, vous trouverez son lien en description. Voici une partie du témoignage de Madame la ministre. Bonjour, je suis Souleymane, donc membre actif du collectif Libre Égaux en droit. Même si beaucoup de personnes vous connaissent, je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Je m'appelle Roxana Maracineanu, je suis ministre des Sports. Je suis arrivée à la tête du ministère en septembre dernier et je suis sensible à tous ces sujets de protection des individus et du respect de l'intégrité et de l'éthique des pratiquants. Enchanté Madame la ministre et merci beaucoup de nous accorder cette petite interview. En tant qu'ancienne sportive de haut niveau et aujourd'hui ministre des Sports, nous aimerions connaître votre analyse sur la situation des violences psychologiques dans le domaine du sport, notamment celles liées au harcèlement moral, aux discriminations et au racisme. Dès mon arrivée à la tête du ministère, j'ai voulu parler de ces sujets puisque c'était des choses qui étaient un peu tabous dans le milieu sportif où tout doit aller bien, où on a une vitrine assez médiatisée et où c'est bien de montrer une bonne image du sport. Or, de mon expérience personnelle d'athlète, de mon expérience de dirigeante associative dans un écosystème ici parisien, mais pour avoir entendu aussi parler et vu aussi des choses qui me choquent dans le milieu du sport, j'ai fait le choix d'en parler en fait en tant que ministre et de le dénoncer. Et puis derrière, je m'en saisis aujourd'hui comme une vraie politique régalienne du ministère des Sports qui touche à la protection des individus, principalement des jeunes enfants, des publics qui sont plus fragiles ou en difficulté dans ce milieu sportif. Et puis sur tout ce qui est aussi respect de l'éthique, de l'intégrité par les encadrants, par les dirigeants sportifs et par tout le mouvement sportif en fait, qui sont les acteurs principaux du sport en France. Et pensez-vous que les fédérations, lorsqu'elles en ont connaissance, devraient mettre tous les moyens nécessaires à la manifestation de la vérité pour venir en aide efficacement à ces sportifs qui seraient éventuellement victimes de tels agissements ? Bien sûr qu'elles le devraient, et d'ailleurs on les aide pour ça au ministère. Aujourd'hui on est en train de travailler avec elles sur une réflexion autour de la gouvernance et de la protection des lanceurs d'alerte. Le slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? La solidarité, c'est une des thématiques fortes du sport, celle qu'on veut promouvoir aujourd'hui et celle qui peut être promue en fait par l'activité physique et le sport en lui-même parce que ça permet aux gens de se rencontrer. Toutes ces belles choses finalement que le sport peut apporter, il ne faut pas qu'elles rentrent en contradiction avec malheureusement ce qui peut arriver aussi dans tous les autres domaines de la société, l'intolérance, la discrimination, la violence sur différents publics spécifiques. Donc ça existe ailleurs dans la société, donc forcément il n'y a pas de raison que ça n'existe pas dans le sport. Mais nous, on est un domaine où en fait on peut se battre contre ça. Pour nous compter sur votre soutien pour faire en sorte que le sport conserve toutes ses lettres de noblesse. C'est mon rôle, donc je soutiens tous les acteurs effectivement de ce secteur qui se positionnent comme nous sur cette partie protection et sécurité des pratiquants et des pratiques. Donc voilà, vous êtes les bienvenus dans ce champ qui est effectivement vaste et qui doit rayonner, je pense, au-delà du sport. On doit démarrer dans le sport, mais derrière en parler aussi au-delà des barrières du sport parce que ça concerne au-delà de nous toute la société. Toujours dans cette volonté de mettre un terme à ces pratiques délictueuses dans le football, l'association du droit au but a commencé à mobiliser une partie de son réseau footballistique qu'elle a fait interviewer par le collectif LED afin de libérer la parole sur ce phénomène et inciter les instances du football à prendre des mesures radicales sur le sujet. Voici une partie de ces témoignages de footballeurs. Bonjour, Frédéric Déhu, ancien joueur professionnel, passé par le Racing Club de Lens, le FC Barcelone, le PSG, l'OM et puis avec une fin de carrière au Levante, un club de la Liga espagnole. Ludovic Sylvestre, j'ai un peu joué à Barcelone, au Football Club Barcelone, j'ai joué en République tchèque, au Sparta Prague, j'ai joué en Angleterre, à Blackpool en Première Ligue, la Turquie et j'ai terminé au Red Star. Fabrice Mancrate, ancien joueur du Paris Saint-Germain entre autres, Nantes, Newcastle, Betis, Séville. Écoutez, je m'appelle Omar Dieng, j'ai 46 ans, je suis ancien joueur de foot professionnel pendant 18 ans dans 4 pays, notamment à Lille, Paris Saint-Germain, en Turquie et en Grèce, international français.
Clément Chantôme, voilà, ancien joueur du PSG, de Bordeaux, Rennes, enfin Lens. Laurent Fournier, ex-joueur de football professionnel. Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Paris, Bordeaux, pas mal de trophées. Maintenant en reconversion comme coach. Bonjour, Christopher Walembo, donc ancien joueur professionnel formé au Paris Saint-Germain et actuellement un petit peu dans les médias, un petit peu entraîneur, donc voilà. Bonjour, Eric Rabessarantana, ancien joueur du Paris Saint-Germain et d'ailleurs de Nancy et d'autres clubs encore. Enchanté Oumar, je voulais savoir quel était ton sentiment dans un premier temps sur le système des lofts dans le football, ce système qui placardise les joueurs alors qu'ils sont encore sous contrat, savoir si de ton temps ça existait déjà, si tu as déjà été victime ou témoin de ces choses-là. Écoutez, c'est un système qu'il faut tout simplement éradiquer. Tout simplement, moi je me mouille, oui bien sûr, parfois les joueurs essaient de polir leurs pensées, on ne leur donne pas assez le temps de pouvoir s'exprimer sur des sujets aussi importants. Oui, c'est un phénomène, ça arrive très très souvent. Moi j'ai été victime de ça 2 fois. Une fois à Sedan, je ne vais pas avoir honte de le dire. J'ai été prêté par Auxerre à Sedan. Au bout de 22 matchs, l'équipe était 6e, sûr et certain de rester en Ligue 1. Et comme je faisais partie des joueurs qui avaient un gros salaire, ils m'ont tout simplement dit que voilà, on n'aurait plus besoin de toi jusqu'à la fin de la saison et j'ai pas compris. Donc voilà, ils m'ont tout simplement empêché d'exercer mon métier. Donc il va falloir que les instances montent au créneau pour pouvoir éradiquer ça. Alors par chance non, j'ai pas été victime, mais oui, ça existait déjà et je pense que malheureusement ça existe déjà depuis un certain temps. C'est dommageable parce que quand un club sollicite un joueur pour qu'il fasse partie intégrante de son effectif, c'est difficile de comprendre pourquoi à un moment donné, d'une saison à une autre, il n'ait pas confiance en ce joueur et puis il le met à l'écart pour ne pas l'utiliser. J'ai été victime, oui, l'année où Charles Bietri a remplacé Michel Denisot. Alors on s'entraînait tous les deux, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Et c'est pour ça que quand j'ai passé mes diplômes et que je suis devenu entraîneur, j'ai jamais fait ça parce que je pense que c'est un manque de respect par rapport à la personne, par rapport à ce que donne un footballeur sur le terrain. Moi j'en ai été victime récemment avec Rennes. Après c'est des choix d'entraîneur en fonction de leur effectif, tu sais, à la reprise quand tu reprends en début d'année. C'est vrai que j'ai été un petit peu confronté à ça. Indirectement, j'ai eu à avoir des joueurs qui ont été mis de côté, un petit peu injustement. Rien à voir avec le sportif, ce qui nous rassemble justement par rapport à ce métier. Donc c'était très, très difficile à vivre pour lui et moi aussi je l'ai vécu un petit peu aussi au Portugal momentanément. C'est jamais évident d'être injustement placardisé si on peut dire. On parle souvent de collectif et que ça c'est pas un signe collectif. C'est-à-dire même si il y a des joueurs sur lesquels tu comptes pas, ils peuvent faire partie intégrante du groupe. Toi tu l'as vécu comment cette période ? Mal, ouais. C'est pas évident hein, parce que tu t'es mis à l'écart sans que tu aies fait quelque chose, donc c'est des choix, donc c'est un peu compliqué à accepter. Et il joue avec cette règle qui peut pendant le mercato pour te faire craquer aussi un peu et pour que tu demandes à partir et que tu partes rapidement aussi, donc c'est un peu compliqué. S'entraîner tout seul et psychologiquement c'est très 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 dur. Et voilà, on a beau essayer de les aider, de leur dire non ça va aller ou quoi que ce soit. Et c'est plus que dur, des fois on les voyait même pas parce que les horaires d'entraînement étaient différents. Donc franchement c'est très dur et je le souhaite vraiment à personne, quoi. Et selon vous, quel est le rôle des institutions comme la LFP, la FFF dans la protection des joueurs vis-à-vis de ce genre de comportement ? L'interdire, mais même au niveau des entraîneurs. Je trouve ça inadmissible qu'un entraîneur accepte de laisser de côté un joueur alors qu'il a tant donné ou moins bien donné par rapport à un club. Je crois qu'il faut prendre des sanctions. Moi je dirais qu'il faut tout simplement que la LFP mette son grain de sel, soit radical là-dessus. C'est-à-dire que cet article, comme tu dis, 507, qu'ils le bannissent. Et puis ça sera réglé. À partir du moment où tu donnes la possibilité de le faire, juridiquement parlant, les mecs ils se gênent pas. Si tu l'enlèves cet article, ils pourront plus le faire, tout simplement. Après, prendre des mesures c'est une chose. Avoir le courage de le faire, c'en est une autre. Et le faire, c'en est une autre. Mais je pense que la France est outillée pour pouvoir le faire et puis être peut-être l'un des premiers pays à pouvoir éradiquer ce phénomène. Comme je t'ai dit, à part l'UNFP qui te soutient quand tu les contactes, on est un peu laissé...
on n'a pas trop de soutien. On est tous là pour jouer au foot et respecter le contrat. Un club, quand tu signes un contrat, c'est pour le respecter. Donc c'est ça qui est un peu dommage quand tu regardes. Donc oui, effectivement, ce serait bien qu'elle puisse recevoir un petit soutien de la part de ces autorités-là. Mais je pense que mettre à l'écart un joueur qui n'a pas commis de faute, c'est quand même une infraction, à mon avis, de ses droits. Il y a des gestions qui ne sont pas respectées et qui ne respectent pas le code du travail pour les joueurs de professionnels. Donc là, il faut se pencher dessus et surtout essayer d'obliger les clubs à respecter un petit peu les choses. Je pense qu'il faudrait vraiment avoir un suivi par rapport à ça. Qu'on ne peut pas faire ça à des joueurs qui sont sous contrat. C'est des choses qui doivent être faites par les fédérations pour aider les joueurs. Au-delà des fédérations, tu penses que c'est un problème qui devrait même être pris à bras le corps par le ministère des Sports, par exemple? Peut-être, ouais. Faut vraiment protéger, après, quel que soit le sport. On parle du football là tout de suite maintenant, mais je suppose que même peut-être au basket, au handball, j'en sais rien. C'est des sports que je ne connais pas. Mais je pense que ça doit arriver aussi. Après, c'est toujours difficile de l'éradiquer. Mais il faut tout simplement essayer de sensibiliser les gens comme vous le faites. Et plus on va en parler, mais plus les gens vont se rendre compte que c'est un épiphénomène qu'il faut éradiquer. Aujourd'hui, je vous vois engagé pour faire bouger les choses. Je pense que j'aurais tout simplement besoin, de vous remercier, deuxièmement, de vous encourager, et troisièmement, je dis que vous êtes un exemple